Vous savez, ces parents qui disent toujours « on traite tous nos enfants de la même manière ». Eh bien, pas cela. Imaginez passer toute votre enfance en étant quasiment invisible dans votre propre maison, comme si vous n'étiez qu'un élément de décor pendant que votre frère ou votre sœur reçoit toute l'attention, toute la protection, absolument tout. Et le meilleur dans tout ça? Le moment absolument parfait? C'est quand vous réussissez enfin à vous échapper, à construire votre propre vie, à accomplir tout par vous-même, et c'est exactement à ce moment-là que votre téléphone sonne. 6 ans de silence total. Pas un seul « ça va ?» Pas un message d'anniversaire. Rien. Mais dès que les choses tournent mal à la maison, soudain, ils se souviennent que vous existez. Soudain, vous redevenez de la famille. Drôle, non? Alors avant de vous dire ce qu'ils ont eu le culot de me demander, restez avec moi, parce que cette histoire va vous faire parler tout seul devant votre écran. C'est parti. Mes parents ont ignoré pendant des années le harcèlement brutal de mon grand frère envers moi. Alors j'ai fini par partir. 6 ans plus tard, il m'appelle pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. L'auteur du post commence par dire « Salut Reddit ». En grandissant, la dynamique familiale chez moi était compliquée, pour dire le moins. Je me suis toujours senti comme l'enfant invisible, comme si j'étais une pièce en trop dans un puzzle déjà complet sans moi. Mon grand frère, Blake, était le personnage principal de la famille, et moi j'étais juste une note en bas de page. Blake a un TDAH, et même si aujourd'hui je comprends que ça peut rendre les choses difficiles, j'avais l'impression que toute mon enfance tournait autour de lui. Je ne me souviens pas d'un moment où il n'était pas au centre de l'attention. C'était comme s'il avait une sorte de force gravitationnelle, et tout le monde, surtout mes parents, gravitait autour de lui. Dès ma naissance, c'était clair que Blake ne voulait pas de moi. Il avait 5 ans, et au lieu d'être heureux d'avoir un petit frère ou une petite sœur, il semblait me détester immédiatement. Sa jalousie a commencé très tôt. J'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais ma mère racontait comment il faisait des crises énormes chaque fois qu'elle ou mon père m'accordait un peu d'attention. En grandissant, j'ai commencé à le remarquer moi-même. Si je jouais avec un jouet, Blake me l'arrachait des mains, même s'il n'en voulait pas vraiment. C'était comme si le simple fait que j'apprécie quelque chose le rendait furieux. Les anniversaires étaient les pires. Vous savez, ces jours censés être spéciaux quand on est enfant? Pas pour moi. Blake faisait toujours une crise, il pleurait, criait, renversait le gâteau ou faisait une scène devant tout le monde. Et la réaction de mes parents? Blake ne le fait pas exprès. Il est juste dépassé. Avec le temps, je ne me souciais même plus des cadeaux. Je voulais juste une journée où je n'étais pas éclipsé par ces crises. Mais ça n'est jamais arrivé. Même en grandissant, quand j'essayais de m'exprimer, c'était comme si mes parents ne m'entendaient pas. Blake passait toujours en premier. Au début, j'essayais d'ignorer son comportement. Mais en grandissant, c'est devenu évident, il n'était pas juste difficile, il était violent. Il me poussait, me bousculait, me faisait tomber des objets des mains sans raison, juste pour affirmer sa domination. Il m'a même mordu plusieurs fois. Et même si ça peut sembler ridicule aujourd'hui, c'était terrifiant quand j'étais enfant. Mes parents disaient « Oh, c'est juste un grand frère. Tu comprendras plus tard. » Spoiler, je ne comprends toujours pas. Et je ne comprendrai jamais. Le pire, ce n'était même pas Blake. C'était que mes parents le laissaient faire. Chaque fois que je leur disais à quel point ça me faisait mal, ils minimisaient. Blake est spécial. Tu dois être patient. La patience. Ce mot me donne encore la nausée, parce qu'il s'adressait toujours à moi, jamais à lui. Pourquoi ce n'était pas lui qui devait apprendre à se contrôler? Ce qui m'a le plus blessé, c'est qu'ils m'ont fait sentir que mes émotions n'avaient aucune importance. Quand je pleurais, ils consolaient Blake, pas moi. Parfois, je restais seul dans ma chambre, à pleurer, en me demandant si j'exagérais. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que j'avais tort. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste. Blake avait aussi des difficultés sociales. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Mes parents essayaient d'organiser des rencontres, mais ça tournait toujours mal. Ils mettaient les autres mal à l'aise, et ils ne revenaient plus. Moi, j'ai appris très tôt à me faire discret. Je suis devenu l'enfant sage, mais ça ne m'a jamais valu de récompense. Ça voulait juste dire que j'étais ignoré. Je rêvais d'une relation normale entre frères et sœurs, comme dans les films. Je voulais un protecteur, pas un bourreau. Un de mes souvenirs les plus marquants date de mes 13 ans. J'ai supplié mes parents de m'emmener à Disneyland, juste nous 3. Une fois, je voulais quelque chose de spécial, sans Blake. Après des jours d'insistance, ils ont accepté. Mais quand Blake l'a appris, il a explosé. Il criait, pleurait, jetait des objets, et m'a même dit qu'il me tuerait si j'essayais de lui voler nos parents. J'avais peur. Mes parents, au lieu de me défendre, m'ont supplié de le laisser venir. J'ai cédé. Et comme je le craignais, le voyage a été un désastre. Blake a refusé de faire les attractions, s'est accroché à ma mère, s'est plaint du bruit et a gâché ce qui aurait dû être un moment magique. Je n'oublierai jamais à quel point j'étais anéanti. C'était censé être mon moment, mais c'est devenu un autre épisode du Blake Show. En grandissant, j'ai compris à quel point cette dynamique familiale m'avait façonné, et pas en bien. La rancœur s'accumulait. Blake était Blake. Mais mes parents? C'était eux qui avaient le pouvoir de changer les choses.
Et ils ne l'ont jamais fait. Petit à petit, j'ai commencé à rêver de partir. Pas soudainement, mais lentement. Chaque petite injustice s'accumulait. Au lieu de ça, il laissait tout passer. J'ai commencé à me demander à quoi ressemblerait ma vie si je pouvais simplement m'en aller. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais plutôt quelque chose qui s'est installé lentement. De petits moments s'accumulaient. Comme la fois où Blake a détruit un de mes projets scolaires parce que je recevais trop de compliments, et ma mère n'a même pas pris la peine de le réprimander. Ou quand mon père m'a fait la leçon sur le fait d'être plus compréhensif après que Blake m'a projeté contre un mur parce que je refusais de lui donner la télécommande. Je passais beaucoup de temps dans ma chambre à réfléchir à quel point tout cela était injuste. Mes parents n'étaient pas de mauvaises personnes. Ils étaient simplement totalement aveugles à ce qu'ils faisaient. Ils pensaient aider Blake en le laissant faire tout ce qu'il voulait, mais en réalité, ils ne faisaient que renforcer son comportement. Et pendant qu'ils se concentraient sur lui, moi, je passais entre les mailles du filet. Je savais que je devais partir tôt ou tard. Ce n'était même plus un choix, c'était une nécessité. J'ai commencé à voir l'université comme ma porte de sortie. Mais pas n'importe laquelle. Je n'allais pas rester dans notre petite ville, où mes parents pourraient me culpabiliser pour que je revienne tous les week-ends. J'avais besoin de partir loin, là où je pourrais enfin vivre pour moi-même. Je ne voulais pas être la personne qui passe toute sa vie à réparer les erreurs des autres. À 17 ans, j'ai commencé à postuler dans des universités, en visant celle qui était le plus loin possible. Je restais éveillé tard à faire des recherches sur les campus, en essayant d'imaginer ce que ça ferait d'avoir mon propre espace, ma propre vie. C'était comme planifier une évasion, et j'y ai mis toute mon énergie. Évidemment, mes parents n'étaient pas contents quand ils l'ont découvert. Je me souviens encore de la soirée où je leur ai dit. Nous étions à table, et j'ai mentionné calmement que j'avais postulé dans une université à l'autre bout du pays. Ma mère s'est figée, et mon père a posé sa fourchette comme si je venais d'annoncer que je partais vivre sur Mars. « Pourquoi voudrais-tu aller si loin ?» a demandé ma mère, déjà énervée. « Tu as d'excellentes écoles ici. » J'ai essayé de rester calme. Je veux juste vivre quelque chose de différent. Je pense que ça me ferait du bien. C'est là que mon père est intervenu. « Blake a besoin de toi ici. Tu sais à quel point c'est difficile pour lui. Tu ne peux pas simplement l'abandonner. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Blake a besoin de moi. Et moi alors? Je les ai regardés, cherchant les mots pour expliquer à quel point je suffoquais dans cette maison, mais je savais qu'ils ne comprendraient pas. Ils n'ont jamais compris. Je ne suis pas responsable de Blake, ai-je dit aussi calmement que possible. J'ai besoin de vivre ma propre vie. C'est à ce moment-là que la conversation a pris une tournure que je n'oublierai jamais. Mon père, visiblement frustré, a lâché quelque chose qu'il ne voulait probablement même pas dire. On t'a eu pour que Blake ait toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Je l'ai fixé, le ventre noué. Ma mère a immédiatement tenté de rattraper la situation. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Bien sûr qu'on t'aime. Tu fais juste partie du plan familial. Petite pause ici. Honnêtement, cette phrase m'a glacé. Mais qu'est-ce que son père vient de dire? On dit souvent que les gens disent des choses sous le coup de la colère qu'ils ne pensent pas vraiment. On accorde cette indulgence aux parents. Mais là, ce n'était pas de la colère. C'était de la fatigue, laissant enfin échapper la vérité. Et on le voit à la vitesse à laquelle la mère a essayé de couvrir ça. Ils savaient tous les deux ce que ça signifiait. Cette fille a passé toute son enfance à sentir que quelque chose clochait, et son instinct avait totalement raison. Elle ne l'imaginait pas. Elle a littéralement été mise au monde avec un rôle qui n'avait rien à voir avec qui elle était. C'est le genre de choses qui change complètement la façon dont une personne se perçoit pendant des années. Alors, fais toujours confiance à cette petite voix intérieure qui te dit que quelque chose ne va pas. Ton instinct n'exagère pas. Parfois, c'est la seule voix honnête dans la pièce. Revenons à l'histoire. Tu fais juste partie du plan familial, a dit ma mère. Je ne sais pas s'ils ont réalisé à quel point ces mots étaient destructeurs, mais à cet instant, tout a pris sens. Toute ma vie, je m'étais senti en seconde position par rapport à Blake. Maintenant, je savais pourquoi. Je n'étais pas juste en seconde position. J'étais un plan de secours. Je n'ai pas dit grand-chose après ça. Qu'aurais-je pu dire? L'idée que mes parents ne me voyaient pas comme une personne à part entière, mais comme une extension destinée à s'occuper de Blake, était trop lourde à encaisser. Je me suis levé de table et je suis monté dans ma chambre. Ce soir-là, je me suis fait une promesse, quoi qu'il arrive, j'allais partir. Je n'allais pas laisser les attentes de mes parents m'enfermer dans une vie que je ne voulais pas. Peu importe s'ils me traitaient d'égoïste ou d'ingrat. Pour une fois, j'allais me choisir moi-même. Les mois suivants ont été intenses. Je me suis plongé dans mes études pour obtenir une bourse. J'ai économisé chaque centime de mon petit boulot. Et quand les lettres d'admission ont commencé à arriver, je n'ai rien dit tout de suite à mes parents. Quand je leur ai finalement annoncé que j'étais accepté dans une université à l'autre bout du pays, ils l'ont très mal pris. Ma mère a pleuré. Mon père a essayé de me faire culpabiliser en disant que j'abandonnais la famille. Ils ont même menacé de me couper financièrement, ce qui était presque ironique puisqu'ils n'avaient de toute façon pas vraiment économisé pour mes études. Mais je m'en fichais. J'avais déjà parlé à mes grands-parents, les seuls qui me soutenaient vraiment. Ils m'ont proposé de m'héberger et de m'aider un peu financièrement.
Ce n'était pas idéal, mais c'était suffisant. Le jour où j'ai fait mes valises pour partir chez eux, j'ai respiré pour la première fois. Mes parents ont essayé une dernière fois de me retenir, mais je ne me suis pas retourné. Je savais que je faisais le bon choix. Cet été-là, j'ai travaillé plus dur que jamais, économisant le maximum et me préparant pour la suite de ma vie. J'avais peur, oui, mais j'étais aussi excité. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir un avenir qui m'appartenait vraiment. Avec le recul, je réalise que partir, ce n'était pas seulement fuir Blake ou les attentes de mes parents. Il s'agissait de me trouver moi-même, de me prouver que j'étais plus qu'un simple figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et même si la route devant moi allait être difficile, je savais que j'étais prêt à l'affronter. Quand je suis finalement parti à l'université, c'était comme entrer dans un autre monde. Pour la première fois, je pouvais respirer sans constamment regarder derrière moi pour Blake ou me demander ce que mes parents attendaient de moi. Je ne vais pas mentir en disant que c'était facile. Les premiers mois ont été difficiles. Mais c'était la liberté dont j'avais rêvé toute ma vie. Le plus dur, c'était de joindre les deux bouts. Mes parents ont mis leurs menaces à exécution en me coupant financièrement, pas qu'ils aient eu beaucoup à offrir de toute façon, mais ça faisait quand même mal de voir qu'ils étaient sérieux. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi la preuve du peu de valeur qu'ils m'accordaient en tant que personne. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux après mon départ. Pas un appel, pas un message pour savoir si j'allais bien. Ils avaient clairement fait comprendre que si je ne voulais pas jouer le rôle qu'ils avaient prévu pour moi, je ne valais pas leur temps. Heureusement, mes grands-parents étaient là pour moi. Ils m'ont hébergé pendant l'été avant mon départ et ont même aidé à couvrir certains frais. Mon grand-père m'a fait un long discours pour me dire que je ne devais jamais me sentir coupable d'être parti, et qu'il était fier de moi de vouloir poursuivre mes rêves. C'était le genre de soutien que je n'avais jamais reçu de mes parents, et je pense que c'est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondré. Quand je suis arrivé sur le campus, j'ai réalisé à quel point j'étais mal préparé pour la vraie vie. La plupart des étudiants semblaient tout avoir compris, des familles présentes, de l'argent, et aucune idée de ce que c'était de se débrouiller seul. Pendant ce temps, moi, je jonglais entre des petits boulots, des prêts étudiants, et ce sentiment écrasant de ne pas être à ma place. Je travaillais comme serveur dans un petit restaurant près du campus, en faisant des horaires tardifs pour payer mon loyer et mes manuels. Il y avait des soirs où je rentrais tellement épuisé que je pouvais à peine tenir debout. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Je devais m'en sortir, parce qu'il n'y avait aucun filet de sécurité pour moi. Malgré tout le stress, j'adorais être indépendant. Personne ne me surveillait, personne ne me disait d'être patient avec Blake ou ne me faisait culpabiliser pour faire quelque chose que je ne voulais pas. Pour la première fois de ma vie, j'avais le contrôle. Ce n'était pas seulement une question d'indépendance financière. Sur le plan émotionnel, je commençais enfin à digérer tout ce que j'avais vécu en grandissant. Je n'avais jamais réalisé à quel point la dynamique familiale m'avait affecté jusqu'à ce que je m'en éloigne. Au lycée, j'étais tellement concentré sur le fait de survivre au quotidien que je n'avais jamais pris le temps de comprendre ce que je ressentais vraiment. Mais à l'université, il y avait des nuits où je restais éveillé dans ma petite chambre, repassant des souvenirs dans ma tête et essayant de tout comprendre. Une chose me marquait particulièrement, le peu d'efforts que mes parents avaient fait pour me soutenir après mon départ. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me supplient de revenir, mais leur silence total était assourdissant. Je pensais qu'au fond, ils tenaient à moi à leur manière. Mais après des mois sans aucune nouvelle, j'ai commencé à en douter. Est-ce qu'ils ont vraiment tenu à moi un jour? Ou étais-je simplement un accessoire dans la vie de Blake, comme mon père l'avait dit? Pendant ce temps, mes grands-parents me donnaient des nouvelles de la maison. Blake ne gérait pas bien mon absence. Sans moi pour encaisser sa colère, il s'en prenait aux autres. Ils m'ont dit qu'il avait commencé à harceler les enfants du quartier, à faire des crises pour des riens, et à rendre la vie impossible à tout le monde. Une partie de moi se sentait coupable, comme si j'avais aggravé les choses en partant. Mais une autre partie se sentait soulagée. Pour une fois, ce n'était plus mon problème. Malgré tout, j'ai commencé à m'épanouir dans mon nouvel environnement. Je me suis fait quelques vrais amis, des gens qui ne connaissaient pas mon passé et qui m'appréciaient simplement pour ce que j'étais. C'était rafraîchissant d'être entouré de personnes qui ne me traitaient pas comme quelqu'un d'invisible ou qui n'attendaient pas que je fasse passer les autres avant moi. Petit à petit, je commençais à devenir moi-même. Sur le plan académique, j'ai travaillé comme un fou. Je n'étais pas le plus brillant, mais j'étais déterminé à réussir par moi-même. Chaque bonne note était comme un doigt d'honneur à mes parents, une preuve que je pouvais réussir sans leur approbation. Je ne voulais pas seulement survivre, je voulais m'épanouir. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'avais un travail qui m'attendait et un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mes grands-parents étaient présents à la cérémonie, fiers de moi. Mes parents? Pas un mot. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent, mais ça faisait quand même mal. C'était un autre rappel de l'importance que j'avais, ou plutôt que je n'avais pas, en dehors de mon rôle dans la vie de Blake. Après mes études, j'ai déménagé dans une nouvelle ville et commencé mon premier vrai travail. Ce n'était pas un job de rêve, mais il payait bien. Et pour la première fois, je n'avais plus à m'inquiéter constamment de l'argent. J'ai commencé à rembourser mes prêts étudiants, et surtout, à rembourser mes grands-parents pour l'aide qu'ils m'avaient apportée. Ils ne m'ont jamais rien demandé, mais c'était important pour moi.
Pendant ce temps, j'entendais toujours des nouvelles de Blake. Son comportement empirait, et mes parents n'arrivaient plus à le gérer. Ils s'en prenaient aux enfants du quartier, leur jetaient de l'eau et leur criaient de ne pas passer devant chez lui. Finalement, un parent en a eu assez et a appelé la police. Blake a été arrêté pour harcèlement, et mes parents ont dû payer sa caution. Ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a attristé. Blake était toujours le même, et mes parents continuaient de l'encourager dans ses comportements. Pendant tout ce temps, mes parents ne m'ont jamais contacté. Pas une seule fois. Comme s'ils m'avaient complètement effacé. Et honnêtement, ça me convenait. Je n'avais plus besoin d'eux dans ma vie. J'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner leur amour et leur approbation. Et c'était terminé. Je vivais enfin pour moi-même, et c'était incroyable. Bien sûr, ce silence n'allait pas durer éternellement. Un jour, sans prévenir, mon téléphone a sonné, et j'ai vu le numéro de mon père s'afficher. Après 6 ans sans aucune nouvelle, il reprenait contact. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'avais le sentiment que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un appel accidentel, mais quelque chose en moi ne pouvait pas l'ignorer. J'ai regardé mon téléphone quelques secondes, hésitant à répondre. Contre mon instinct, j'ai décroché. Allô ? Ma voix était prudente, presque tremblante. Salut, c'est papa. Sa voix semblait plus âgée, plus fatiguée. Comment ça va ? Il m'a fallu un moment pour répondre. Comment répondre à une question comme celle-là venant de quelqu'un qui ne vous a pas parlé depuis des années ? Ça va ? Ai-je répondu d'un ton neutre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a hésité. C'est là que j'ai su qu'il y avait un problème. Mon père n'était pas du genre à tourner autour du pot sauf quand il y avait une mauvaise nouvelle. Ta mère et moi, on a réfléchi, et on pense qu'il est temps de tout laisser derrière nous. Tu nous manques et on veut t'arranger les choses. Je n'ai rien dit tout de suite. Mon cerveau tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qu'il cherchait vraiment. Pourquoi maintenant ? Après 6 ans de silence ? Je ne croyais pas une seconde à l'heure, tu nous manques. C'est bien, ai-je dit froidement. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Il a soupiré, comme déçu que je ne tombe pas dans le panneau. Écoute, on traverse une période difficile. Blake, eh bien, Blake a eu des ennuis. Voilà. J'en étais sûr. Ce n'était pas à propos de moi. C'était encore Blake, comme toujours. Quel genre d'ennui ? Ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Il a hésité, puis a commencé à expliquer. Apparemment, le comportement de Blake avait empiré au point que les voisins en avaient assez. Il harcelait les enfants du quartier, leur jetait de l'eau et leur criait de ne pas passer dans la rue. Finalement, les parents sont intervenus, et l'un d'eux a appelé la police. Blake a été arrêté, et il devait maintenant passer devant le tribunal. D'accord, ai-je dit lentement. Et pourquoi vous me racontez ça ? On a besoin de ton aide, a-t-il dit franchement. Ta mère et moi sommes à bout. On essaie de mettre Blake en thérapie, mais ça coûte cher. Et avec cette affaire judiciaire, on va devoir prendre un avocat. On s'est dit, tu réussis bien maintenant, non ? Peut-être que tu pourrais nous aider. Je n'en revenais pas. 6 ans de silence, et maintenant il me demandait de l'argent ? Pas pour eux, mais pour Blake, la même personne qui avait fait de mon enfance un enfer ? Vous êtes sérieux ? Ai-je demandé, la voix tremblante de colère. Allez, tu sais à quel point c'est difficile pour nous. Tu es sa sœur. Tu ne penses pas qu'il est temps d'aider la famille ? J'ai explosé. Toute la colère, toute la rancœur accumulée pendant des années ont jailli d'un coup. Aider la famille ? Tu veux dire la même famille qui m'a abandonné dès que j'ai voulu vivre ma propre vie ? La même famille qui a laissé Blake me maltraiter pendant des années sans rien faire ? Tu me demandes vraiment d'aider la personne qui a rendu ma vie misérable ? Mon père a essayé de m'interrompre, mais je n'avais pas fini. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi quand j'avais besoin de vous. Vous ne m'avez pas appelé une seule fois en 6 ans, et maintenant vous voulez que je vienne tout réparer ? Hors de question. Un silence s'est installé. Puis mon père a dit. On est désolé, d'accord ? On sait qu'on a fait des erreurs, mais Blake va mal, et on ne sait plus quoi faire. Tu ne peux pas trouver en toi la force de nous pardonner et de nous aider ? J'ai ri, amèrement. Tu crois que c'est une question de pardon ? Tu penses qu'un simple « désolé » suffit à effacer des années de négligence et de souffrance ? Vous ne pouvez pas vous excuser et attendre que je règle tout. Je ne suis pas responsable de Blake, et je ne le serai jamais. C'est votre rôle, pas le mien. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, et j'ai dû m'asseoir pour me calmer. Je ne savais pas si j'étais plus en colère ou blessé. Ils avaient vraiment du culot de m'appeler après toutes ces années et de faire comme si je leur devais quelque chose. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a envoyé un long message. Il était rempli d'excuses et de promesses de faire mieux. Elle a reconnu qu'ils auraient dû agir autrement quand nous étions enfants et qu'ils regrettaient leur comportement. Mais elle a aussi insisté pour que je les aide, disant que la situation de Blake était grave et qu'il ne pouvait pas s'en sortir seul. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment. Une partie de moi voulait leur dire d'aller au diable, mais une autre partie se sentait coupable, même si je savais que je ne devrais pas. Peu importe combien j'essayais de me convaincre que je ne tenais plus à eux, une petite partie de moi s'en souciait encore. J'ai passé les jours suivants à essayer de comprendre ce que je ressentais. Est-ce que j'étais trop dur ? Est-ce que je devrais leur donner une autre chance ?
Ou est-ce que c'était simplement une autre tentative de manipulation pour me ramener dans le chaos que j'avais réussi à fuir? Attendez une seconde. Voici la vérité inconfortable. Elle a raccroché, les mains tremblantes. Et sa toute première pensée a été, est-ce que je suis trop dur? Après 6 ans de silence. Après qu'on lui ait demandé de financer la personne qui a fait de son enfance un cauchemar. Et malgré tout ça, elle doute encore d'elle-même. Et c'est ça dont personne ne parle. Cette petite voix intérieure ne disparaît pas simplement parce qu'on s'est échappé. Elle a été implantée trop profondément, trop tôt. Des années à entendre qu'on est trop sensible, trop dramatique, ça ne s'efface pas. Ça reste, silencieusement, et ça commence à remettre en question chaque limite qu'on essaie de poser. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement ce que ça fait de survivre à ce genre de famille. Revenons à l'histoire. Devrais-je leur donner une autre chance? Ou est-ce simplement une nouvelle tentative de manipulation pour me ramener dans le chaos que j'avais eu tant de mal à fuir? Mais chaque fois que je commençais à douter de moi, je repensais aux années passées à mendier leur soutien, pour finalement être ignoré. Ce n'était pas seulement le harcèlement de Blake. C'était ce message constant que mes sentiments n'avaient aucune importance, que j'étais secondaire dans ma propre famille. Je n'étais pas prêt à leur pardonner, surtout pas quand ils ne me contactaient que parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Cette semaine-là, j'ai eu une longue conversation avec mes grands-parents. Ils avaient toujours été mon refuge, et j'avais besoin de leur point de vue. Je leur ai tout raconté, l'appel de mes parents, leur demande d'aide financière pour Blake, et la colère que je ressentais face à tout ça. Mon grand-père a écouté en silence, hochant la tête pendant que je me défoulais. Quand j'ai enfin repris mon souffle, il m'a dit quelque chose qui m'est resté. « Tu ne leur dois rien », a-t-il affirmé fermement. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils en subissent les conséquences. Ce n'est pas à toi de réparer leurs erreurs. Entendre cela m'a soulagé, comme si un poids quittait ma poitrine. Pendant des années, j'avais porté cette idée implicite que j'étais responsable du bonheur de ma famille. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà fait tout ce que je pouvais. J'avais passé toute mon enfance à m'adapter à Blake, à sacrifier mes propres besoins pour maintenir la paix. J'en avais fait assez. Malgré tout, je ne pouvais pas complètement ignorer ce que vivaient mes parents. Pendant les semaines suivantes, j'ai suivi la situation à distance grâce à mes grands-parents. Ils m'ont dit que la date du procès de Blake approchait et que mes parents essayaient désespérément de trouver une solution. Apparemment, ils avaient rencontré un avocat qui leur avait expliqué que Blake pourrait éviter la prison s'il acceptait une thérapie imposée par le tribunal. Cela semblait positif, mais mes grands-parents étaient sceptiques. Ils ne pensaient pas que mes parents iraient vraiment jusqu'au bout, surtout après avoir refusé pendant des années de lui faire suivre une aide professionnelle. « Ta mère pense encore qu'elle peut gérer ça toute seule », a dit ma grand-mère. Elle est trop fière pour admettre qu'elle est dépassée. Ça m'a rendu triste, mais aussi en colère. Mes parents avaient passé des années à encourager le comportement de Blake, refusant de le responsabiliser. Et maintenant, ils faisaient face aux conséquences de leur propre choix. Ils étaient désespérés, mais pas parce qu'ils voulaient arranger les choses avec moi. Ils voulaient que j'intervienne et que je règle tout à leur place, comme ils l'avaient toujours attendu de moi. Cette prise de conscience m'a aidé à renforcer mes limites. Si mes parents voulaient vraiment réparer notre relation, ils devaient prouver que ce n'était pas seulement à propos de Blake. Ils devaient reconnaître les années de négligence et de souffrance qu'ils m'avaient infligées, et faire un véritable effort pour changer. Je ne serais plus leur plan de secours. Quelques semaines plus tard, mes grands-parents m'ont dit que le procès de Blake avait eu lieu. Le juge lui a ordonné de suivre une thérapie et a émis une interdiction de contact avec les enfants du quartier qui harcelaient. Mes grands-parents semblaient prudemment optimistes, mais moi, je restais sceptique. La thérapie pourrait aider, oui, mais seulement si mes parents soutenaient réellement le processus. Et vu leur passé, je n'étais pas convaincu qu'ils le feraient. Pendant ce temps, mes parents n'ont pas essayé de me recontacter, du moins, pas directement. Ma grand-mère m'a dit que ma mère se plaignait de moi lors d'une de leurs conversations. D'après elle, ma mère était frustrée que je n'ai pas répondu à ses messages et avait l'impression que je les punissais en gardant mes distances. Quand ma grand-mère m'a raconté ça, j'ai simplement secoué la tête. Ce n'était pas une punition. C'était une protection. Mais malgré tout, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que ce n'était pas terminé. Mes parents étaient trop obstinés pour abandonner, surtout quand il s'agissait de Blake. Et effectivement, quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était mon père, utilisant un nouveau téléphone pour me contacter. Le message était court et direct. « On est désolé si on t'a blessé. On veut juste parler. Donne-nous une chance. » J'ai fixé ce message pendant longtemps, hésitant à répondre. D'un côté, j'étais curieux. Est-ce qu'ils avaient vraiment changé? Voulaient-ils sincèrement réparer les choses? Ou était-ce simplement une nouvelle tentative de me ramener dans leur drame? D'un autre côté, je ne voulais pas rouvrir la porte à davantage de manipulation. J'avais travaillé si dur pour construire une vie loin de leur chaos, et je n'étais pas sûr d'être prêt à tout risquer. Finalement, j'ai décidé de ne pas répondre. Je n'étais pas encore prêt à leur faire face, et je n'allais pas laisser la culpabilité dicter mes choix. S'ils voulaient vraiment se racheter, ils devraient le prouver par leurs actes, pas seulement par des paroles.
Après avoir ignoré la dernière tentative de mon père de me recontacter, j'ai enfin eu l'impression de commencer à fermer un chapitre de ma vie qui était resté ouvert trop longtemps. Mon enfance et mon adolescence avaient été définies par le dysfonctionnement de ma famille. Mais maintenant, j'étais aux commandes. Cela ne voulait pas dire que les émotions disparaissaient du jour au lendemain. J'avais encore beaucoup à digérer, et le chemin pour vraiment tourner la page était loin d'être facile. Quelques semaines après le message de mon père, mes grands-parents m'ont donné des nouvelles de la situation à la maison. Blake avait commencé la thérapie imposée par le tribunal, mais non sans résistance. Apparemment, il avait fait une énorme crise avant sa première séance, criant qu'il n'avait pas besoin d'aider, que le problème venait des autres. Mes grands-parents ont dit que ma mère avait pratiquement dû le traîner hors de la maison pour l'y emmener. Ça ne m'a pas surpris. C'était typiquement Blake. Mais cela m'a fait ressentir un mélange étrange d'émotions. D'un côté, j'étais soulagé qu'il soit enfin obligé de faire face à ses problèmes. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de me demander si la thérapie allait vraiment l'aider, ou s'il était déjà trop tard pour un véritable changement. Des années de tolérance et d'encouragement de ses comportements ne disparaissent pas simplement à cause d'une décision de justice. Pendant ce temps, mes parents avaient toujours des difficultés financières. Entre les frais juridiques de Blake, les amendes et le coût de la thérapie, ils avaient du mal à s'en sortir. Mes grands-parents ont mentionné qu'ils avaient dû intervenir plusieurs fois pour aider à couvrir certaines dépenses, même si mes parents ne leur avaient rien demandé directement. Ils ne semblaient pas heureux de le faire, mais ils ne pouvaient pas rester sans rien faire en les voyant sombrer. Je me sentais mal pour mes grands-parents. Ils avaient déjà tant fait pour moi, et maintenant ils étaient entraînés dans les problèmes de mes parents. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas obligés de me tenir informé si cela devenait trop difficile pour eux, mais ils ont insisté. « Tu mérites de savoir ce qui se passe », a dit ma grand-mère, « même si tu n'es pas impliqué. » Malgré tout, ils continuaient à m'encourager à garder une certaine distance. Ils savaient à quel point mes parents m'avaient fait souffrir, et ils ne voulaient pas que je retombe dans cette dynamique. « Ils doivent apprendre à se débrouiller seuls », a dit mon grand-père, « et toi, tu dois continuer à vivre ta vie. » De temps en temps, je recevais encore des nouvelles. Ils m'ont dit que les séances de thérapie de Blake étaient difficiles, mais que le thérapeute restait optimiste quant à ses progrès. Pendant ce temps, mes parents essayaient toujours de redorer leur image dans le quartier après tout ce qui s'était passé avec Blake et les enfants. Ils avaient un long chemin devant eux. Mais c'était leur chemin, pas le mien. Quant à moi, j'ai commencé à faire des projets pour l'avenir. J'avais économisé pendant des années, et j'étais enfin en mesure de voyager, quelque chose dont j'avais toujours rêvé, sans jamais en avoir l'occasion. J'ai réservé un voyage en Europe, seul avec mon sac à dos. L'idée d'explorer de nouveaux endroits par moi-même était à la fois excitante et terrifiante. Avant de partir, je suis allé voir mes grands-parents. Je voulais les remercier pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi, leur soutien, leur amour, et leur confiance inébranlable en moi, même quand mes parents ne l'avaient pas. Nous avons passé la journée à nous remémorer des souvenirs. Et mon grand-père m'a donné l'un de ses discours motivants avant mon départ. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves, m'a-t-il dit, mais tu en es sorti plus fort. Ne laisse personne t'enlever ça. » Alors que je montais dans l'avion pour mon voyage, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Mes parents ne comprendraient peut-être jamais pleinement la douleur qu'ils m'ont causée. Blake ne changerait peut-être jamais. Mais ce n'était pas grave. Je ne vivais plus pour eux. Je vivais pour moi. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Les parents de l'auteur du post n'ont pas simplement fait quelques erreurs d'éducation. Ils ont regardé leurs deux enfants et ont choisi, consciemment et constamment, l'un plutôt que l'autre. À chaque fois. Et le pire, ce n'est même pas le comportement de Blake, parce que Blake était un enfant avec de vraies difficultés, et les enfants peuvent mal agir. Le pire, c'est que ses parents savaient exactement ce qu'ils faisaient. Cette confession à table, on a eu pour que Blake ait toujours quelqu'un pour s'occuper de lui, ce n'était pas un lapsus. C'était la vérité qu'ils lui ont cachée toute sa vie. Elle n'était pas leur fille. Elle était un plan B. Et Blake, je ne vais pas complètement le diaboliser, parce que le TDAH est réel, et l'absence de cadre l'a aussi abîmé. Mais à l'âge adulte, harceler des enfants du quartier, se faire arrêter, faire encore des crises. À un moment, le diagnostic cesse d'être une explication et devient une excuse. Ses parents ne lui ont jamais donné de vraies limites, et ça l'a détruit autant que ça a détruit l'auteur du post. Maintenant, parlons de cet appel. 6 ans de silence, et ils appellent pour demander de l'argent. Pour Blake. Franchement, ça m'a fait rire, parce que le culot est presque impressionnant. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. Ils ont appelé parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Ce n'est pas une réconciliation. C'est juste le même schéma qui se répète. Mais ce que je respecte le plus chez l'auteur du post, c'est qu'elle n'a pas détruit sa paix pour prouver quoi que ce soit. Elle est simplement partie. Elle a construit quelque chose de réel, en silence. Et quand ils sont revenus, elle est restée ferme. La leçon ici est simple, mais très difficile à appliquer. L'amour sans limite, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et vous n'êtes jamais obligé de continuer à saigner simplement parce que quelqu'un est habitué à boire à vos blessures. L'auteur du post s'est choisie elle-même. Honnêtement,
C'est la fin la plus puissante que cette histoire pouvait avoir. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.